Chapitre 5. Une négociation. Réponds-moi sans mentir si tu le peux, chien de lisard. D'où connais-tu madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé? Je ne lui ai jamais parlé, répondit Julien. Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. Mais tu l'auras regardée, vilain effronté. Jamais. Vous savez qu'à l'église je ne vois que Dieu, ajouta Julien avec un petit air hypocrite, tout propre selon lui à éloigner le retour des taloches. Il y a pourtant quelque chose là-dessous, répliqua le paysan malin, et il se tut un instant. Mais je ne serai rien de toi, maudit hypocrite. Au fait, je vais être délivré de toi, et ma scie n'en ira que mieux. Tu as gagné monsieur le curé ou tout autre qui t'a procuré une belle place. Va faire ton paquet, et je te mènerai chez monsieur de Rênal où tu seras précepteur des enfants. Qu'aurais-je pour cela? La nourriture, l'habillement et 300 francs de gage. Je ne veux pas être domestique. Animal, qui te parle d'être domestique? Est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique? Mais avec qui mangerai-je? Cette demande déconcerta le vieux Sorel. Il sentit qu'en parlant, il pourrait commettre quelque imprudence. Il s'emporta contre Julien qui l'accabla d'injures, en l'accusant de gourmandise et le quitta pour aller consulter ses autres fils. Julien les vit bientôt après, chacun appuyé sur la hache et tenant conseil. Après les avoir longtemps regardés, Julien, voyant qu'il ne pouvait rien deviner, alla se placer de l'autre côté de la scie pour éviter d'être surpris. Il voulait penser à cette annonce imprévue qui changeait son sort, mais il se sentit incapable de prudence, son imagination était tout entière à se figurer ce qu'il verrait dans la belle maison de M. de Rênal. « Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père voudra m'y forcer, plutôt mourir. J'ai 15 francs 8 sous d'économie, je me sauve cette nuit. En 2 jours, par des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme, je suis à Besançon. Là, je m'engage comme soldat, et, s'il le faut, je passe en Suisse. Mais alors, plus d'avancement, plus d'ambition pour moi, plus de ce bel état de prêtre qui mène à tout. » Cette horreur pour manger avec les domestiques n'était pas naturelle à Julien. Il eût fait pour arriver à la fortune des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répugnance dans les Confessions de Rousseau. C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figura le monde. Le recueil des bulletins de la Grande Armée et le mémorial de Sainte-Hélène complétaient son Coran. Il se serait fait tuer pour ces 3 ouvrages. Jamais il ne crut en aucun autre. D'après un mot du vieux chirurgien-major, il regardait tous les autres livres du monde comme menteurs et écrits par des fourbes pour avoir de l'avancement. Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires étonnantes si souvent unies à la sottise. Pour gagner le vieux curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament en latin. Il savait aussi le livre du pape de M. de Maistre et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Comme par un accord mutuel, Sorel et son fils évitèrent de se parler ce jour-là. Sur la Brune, Julien alla prendre sa leçon de théologie chez le curé, mais il ne jugea pas prudent de lui rien dire de l'étrange proposition qu'on avait faite à son père. Peut-être est-ce un piège, se disait-il. Il faut faire semblant de l'avoir oublié. Le lendemain de bonne heure, M. de Rênal fit appeler le vieux Sorel, qui, après s'être fait attendre 1 heure ou 2, finit par arriver en faisant de la porte sans excuse, entremêlée d'autant de révérences. À force de parcourir toutes sortes d'objections, Sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de la maison, et les jours où il y aurait du monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. Toujours plus disposé à incidenter à mesure qu'il distinguait un véritable empressement chez M. le maire, et d'ailleurs rempli de défiance et d'étonnement, Sorel demanda à voir la chambre où coucherait son fils. C'était une grande pièce meublée fort proprement, mais dans laquelle on était déjà occupé à transporter les lits des 3 enfants. Cette circonstance fut un trait de lumière pour le vieux paysan. Il demanda aussitôt avec assurance à voir l'habit que l'on donnerait à son fils. M. de Rênal ouvrit son bureau et prit 100 francs. « Avec cet argent, votre fils ira chez M. Durand, le drapier, et lèvera un habit noir complet. »« Et quand même, je le retirerai de chez vous, dit le paysan, qui avait tout à coup oublié ses formes révérencieuses. Cet habit noir lui restera ? Sans doute. Eh bien, dit Sorel d'un ton de voix traînard, il ne reste donc plus qu'à nous mettre d'accord sur une seule chose, l'argent que vous lui donnerez. Comment ? S'écria M. de Rênal indigné. Nous sommes d'accord depuis hier. Je donne 300 francs, je crois que c'est beaucoup et peut-être trop. C'était votre offre, je ne le nie point, dit le vieux Sorel, parlant encore plus lentement.
Et par un effort de génie qui n'étonnera que ceux qui ne connaissent pas les paysans franc-comtois, il ajouta en regardant fixement M. de Rênal : « Nous trouvons mieux ailleurs. » À ces mots, la figure du maire fut bouleversée. Il revint cependant à lui, et après une conversation savante de 2 grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l'emporta sur la finesse de l'homme riche, qui n'en a pas besoin pour vivre. Tous les nombreux articles qui devaient régler la nouvelle existence de Julien se trouvèrent arrêtés. Non seulement ses appointements furent réglés à 400 francs, mais on dut les payer d'avance le 1er de chaque mois. « Eh bien, je lui remettrai 35 francs, dit M. de Rênal. « Pour faire la somme ronde, un homme riche et généreux comme monsieur notre maire, dit le paysan d'une voix câline, ira bien jusqu'à 36 francs. Soit, dit M. de Rênal, mais finissons-en. Pour le coup, la colère lui donnait le ton de la fermeté. Le paysan vit qu'il fallait cesser de marcher en avant. Alors, à son tour, M. de Rênal fit des progrès. Jamais il ne voulut remettre le premier mois de 36 francs au vieux Sorel, fort empressé de le recevoir pour son fils. M. de Rênal vint à penser qu'il serait obligé de raconter à sa femme le rôle qu'il avait joué dans toute cette négociation. « Rendez-moi les 100 francs que je vous ai remis, dit-il avec humeur. Monsieur Durand me doit quelque chose, j'irai avec votre fils faire la levée du drap noir. » Après cet acte de vigueur, Sorel rentra prudemment dans ses formules respectueuses. Elles prirent un bon quart d'heure. À la fin, voyant qu'il n'y avait décidément plus rien à gagner, il se retira. Sa dernière révérence finit par ces mots : « Je vais envoyer mon fils au château. » C'était ainsi que les administrés de M. le maire appelaient sa maison quand ils voulaient lui plaire. De retour à son usine, ce fut en vain que Sorel chercha son fils. Se méfiant de ce qui pouvait arriver, Julien était sorti au milieu de la nuit. Il avait voulu mettre en sûreté ses livres et sa croix de la Légion d'honneur. Il avait transporté le tout chez un jeune marchand de bois, son ami, nommé Fouquet, qui habitait dans la haute montagne qui domine Verrières. Quand il reparut, « Dieu sait, maudit paresseux, lui dit son père, si tu auras jamais assez d'honneur pour me payer le prix de ta nourriture que j'avance depuis tant d'années. Prends tes guenilles et va-t'en chez monsieur le maire. » Julien, étonné de n'être pas battu, se hâta de partir, mais à peine hors de la vue de son terrible père, il ralentit le pas. Il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église. Ce mot vous surprend ? Avant d'arriver à cet horrible mot, l'âme du jeune paysan avait eu bien du chemin à parcourir. Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du 6e, aux longs manteaux blancs, à la tête couverte de casques, aux longs coins noirs, qui revenaient d'Italie et que Julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son père, le rendit fou de l'état militaire. Plus tard, il écoutait avec transport les récits des batailles du pont de Lodi, d'Arcole, de Rivoli, que lui faisait le vieux chirurgien-major. Il remarqua les regards enflammés que le vieillard jetait sur sa croix. Mais lorsque Julien avait 14 ans, on commença à bâtir à Verrières une église que l'on peut appeler magnifique pour une aussi petite ville. Il y avait surtout 4 colonnes de marbre dont la vue frappa Julien. Elles devinrent célèbres dans le pays par la haine mortelle qu'elles suscitaient entre le juge de paix et le jeune vicaire envoyé de Besançon, qui passait pour être l'espion de la congrégation. Le juge de paix fut sur le point de perdre sa place, du moins telle était l'opinion commune. N'avait-il pas osé avoir un différend avec un prêtre qui, presque tous les 15 jours, allait à Besançon où il voyait, disait-on, monseigneur l'évêque ? Sur ces entrefaites, le juge de paix, père d'une nombreuse famille, rendit plusieurs sentences qui semblèrent injustes. Toutes furent portées contre ceux des habitants qui lisaient le constitutionnel. Le bon parti triompha. Il ne s'agissait, il est vrai, que de sommes de 3 ou de 5 francs, mais une de ces petites amendes dut être payée par un cloutier parrain de Julien. Dans sa colère, cet homme s'écriait : « Quel changement ! Et dire que depuis plus de 20 ans le juge de paix passait pour un si honnête homme !» Le chirurgien-major, ami de Julien, était mort. Tout à coup, Julien cessa de parler de Napoléon. Il annonça le projet de se faire prêtre et on le vit constamment, dans la scie de son père, occupé à apprendre par cœur une Bible latine que le curé lui avait prêtée. Ce bon vieillard, émerveillé de ses progrès, passait des soirées entières à lui enseigner la théologie. Julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux. Qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille, si pâle et si douce, cachait la résolution inébranlable de s'exposer à 1000 morts plutôt que de ne pas faire fortune ? Pour Julien,
Faire fortune, c'était d'abord sortir de Verrières. Il abhorrait sa patrie. Tout ce qu'il y voyait glaçait son imagination. Dès sa première enfance, il avait eu des moments d'exaltation. Alors il songeait avec délice qu'un jour, il serait présenté aux jolies femmes de Paris. Il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat. Pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles, comme Bonaparte, pauvre encore, avait été aimé de la brillante Madame de Beauharnais? Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait. La construction de l'église et les sentences du juge de paix l'éclairèrent tout à coup. Une idée qui lui vint le rendit comme fou pendant quelques semaines, et enfin s'empara de lui avec la toute-puissance de la première idée qu'une âme passionnée croit avoir inventée. Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d'être envahie. Le mérite militaire était nécessaire et à la mode. Aujourd'hui, on voit des prêtres de 40 ans avoir 100 000 francs d'appointement, c'est-à-dire 3 fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix si bonne tête, si honnête homme jusqu'ici, si vieux, qui se déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de 30 ans. Il faut être prêtre. Une fois, au milieu de sa nouvelle piété, il y avait déjà 2 ans que Julien étudiait la théologie, il fut trahi par une irruption soudaine du feu qui dévorait son âme. Ce fut chez M. Chélan, à un dîner de prêtre auquel le bon curé l'avait présenté comme un prodige d'instruction. Il lui arriva de louer Napoléon avec fureur. Il se lia le bras droit contre la poitrine, prétendit s'être disloqué le bras en remuant un tronc de sapin, et le porta pendant 2 mois dans cette position gênante. Après cette peine afflictive, il se pardonna. Voilà le jeune homme de 19 ans, mais faible en apparence, et à qui l'on en eût tout au plus donné 17, qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Il en résultait, aux rayons du soleil, un effet de lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de M. de Rênal. Sur le prie-dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé étalé là comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit. Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis-Jean Réel exécuté à Besançon le... Le papier était déchiré. Au revers, on lisait les 2 premiers mots d'une ligne. C'était « le premier pas ». « Qui a pu mettre ce papier-là » dit Julien. « Pauvre malheureux » ajouta-t-il avec un soupir. « Son nom finit comme le mien. » Et il froissa le papier. En sortant, Julien crut voir du sang près du bénitier. C'était de l'eau bénite qu'on avait répandue. Le reflet des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître du sang. Enfin, Julien eut honte de sa terreur secrète. « Serais-je un lâche ?» se dit-il. « Aux armes !» Ce mot si souvent répété dans les récits de bataille du vieux chirurgien était héroïque pour Julien. Il se leva et marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal. Malgré ses belles résolutions, dès qu'il l'aperçut à 20 pas de lui, il fut saisi d'une invincible timidité. La grille de fer était ouverte, elle lui semblait magnifique, il fallait entrer là-dedans. Julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison. L'extrême timidité de Madame de Rênal était déconcertée par l'idée de cet étranger, qui d'après ses fonctions allait constamment se trouver entre elle et ses enfants. Elle était accoutumée à voir ses fils couchés dans sa chambre. Le matin, bien des larmes avaient coulé quand elle avait vu transporter leur petit lit dans l'appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu'elle demanda à son mari que le lit de Stanislas Xavier, le plus jeune, fût reporté dans sa chambre. La délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez Madame de Rênal. Elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et mal peigné, chargé de gronder ses enfants uniquement parce qu'ils savaient le latin, un langage barbare pour lequel on fouetterait ses fils.